Bonjour, bonsoir chers spectateurs, d'où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien installés pour obtenir un maximum d'informations. Il s'agit d'un récapitulatif sur le coronavirus 2019, soyez donc très attentifs. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et notre victoire est assurée. Première interrogation. Où a débuté le Covid-19 et quand? Selon les informations qui nous ont été transmises par le South China Morning Post, le premier cas de Covid-19 a eu lieu le 17 novembre 2019. Un nouveau coronavirus proche du SRAS, qui sera nommé par la suite SRAS-CoV-2, est signalé en Chine, à Wuhan, capitale du Hubei, dans le centre de la Chine. Maintenant que nous avons des informations sur la date et la localisation où est apparu ce coronavirus 2019, interrogeons-nous sur son origine. Est-elle naturelle ou artificielle? Dans un premier temps, les chauves-souris ont été rapidement pointées du doigt comme étant à la base de cette propagation du virus. Et puis, ce sont des chercheurs chinois qui ont en premier avancé une autre hypothèse, celle du pangolin. Les scientifiques ont donc continué d'étudier ce virus et ont finalement écarté la responsabilité du pangolin dans la transmission du coronavirus aux humains. Nous avons eu des personnes sur le devant de la scène, comme le professeur Olivier Schwartz, qui était sûr d'eux. Le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Il y a des rumeurs effectivement comme à chaque nouvelle épidémie. Certaines personnes, suspicieuses ou carrément paranoïaques, imaginent la pire des théories conspirationnistes. Mais là, on sait que ce n'est pas le cas. À quel moment monsieur professeur Schwartz pouvait être sûr que ce n'était effectivement pas une apparition, une création en laboratoire, mais bien une apparition naturelle? À quel moment pouvait-il nous certifier ça? Et quelles étaient ces données pour pouvoir s'avancer sur le devant de la scène? Et surtout, plus grave, oui, plus grave encore, c'est que maintenant l'interrogation, tout ce qui est une question d'analyse, tout ce qui est une question de raisonnement, est amené directement vers le complotisme. Et catégorisé comme complotisme pour qu'il n'y ait plus qu'une pensée universelle et une interdiction d'aller à son encontre, même en émettant d'autres hypothèses. Et le professeur Schwartz continue. Est-il possible que des scientifiques créent un virus? Non, la nature le fait très bien. En laboratoire, on peut faire des essais, mais on ne fera jamais aussi bien que la nature au cours de ces milliers, voire millions d'années. Le professeur Luc Montagnier s'est levé, accusant des biologistes d'avoir créé le coronavirus en laboratoire. Et voici que le laboratoire PK de Wuhan revient au cœur de la polémique. Ceux qui s'en saisissent ne sont pas juste ces complotistes qui ont été traités de paranoïaques. Voici maintenant des journalistes, voici maintenant des analystes, voici maintenant des scientifiques qui se posent la question. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'une sortie d'un laboratoire, de ce laboratoire P4 ultra sécurisé, d'un accident? Plein d'hypothèses commencent à émerger autour de ce laboratoire P4. Longtemps écarté par l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a jugé hautement improbable, étouffé par les autorités chinoises qui ont tenté de réécrire l'histoire de la pandémie, desservi, voire décrédibilisé par le fait qu'elle a été défendue par l'administration Trump, l'hypothèse d'un accident de laboratoire refait surface. La France est d'autant plus concernée que c'est elle qui a exporté le P4 de Wuhan, un laboratoire de très haute sécurité biologique, destiné à l'étude des virus pathogènes les plus dangereux. Un joyau de technologie française qu'on réserve d'ordinaire à ses amis. Rappel d'une attaque bioterroriste interne en laboratoire P4. Le mystère de l'anthrax a-t-il été percé? Le suicide d'un scientifique qui allait être arrêté dans le cours de l'enquête menée par le FBI sur la série d'attaques bactériologiques qui ont fait 5 morts et semé la panique aux États-Unis en octobre 2001 a peut-être trouvé son point final. Selon le médecin légiste en chef du Maryland, Bruce Evans, 62 ans, est mort mardi 29 juillet après absorption massive de codéine et d'acétaminophène. Il était l'un des principaux chercheurs des laboratoires nationaux sur les armes biologiques de Fort Detrick, dans le Maryland, où il était employé depuis 18 ans. Il avait participé au développement des vaccins utilisés pour protéger les militaires de la maladie du charbon. Avec son équipe, il avait reçu la plus importante récompense du Pentagone. En octobre 2001, le FBI l'avait utilisé pour analyser la poudre blanche contenue dans l'une des lettres envoyées par la poste. Aujourd'hui, les enquêteurs l'accusent de les avoir expédiées. Les attaques à l'anthrax s'étaient produites moins d'un mois après les attentats du 11 septembre 2001. Le pays s'était soudain aperçu qu'il pourrait manquer d'antibiotiques si la contamination se développait. Revenons au laboratoire P4 en Chine. Yves Lévy est un médecin reconnu, spécialiste dans le domaine du VIH. En 2014, il a pris la tête de l'INSERM,
Cette institution est placée sous la co-tutelle des ministères de la Santé et de la Recherche. Lorsque sa femme, Agnès Buzyn, a été nommée ministre de la Santé en mai 2017, des soupçons de conflit d'intérêts ont émergé. Dès la prise de fonction de cette dernière, un décret avait été pris pour retirer au ministère de la Santé la co-tutelle de l'INSERM. Mais la situation a continué à créer l'embarras, poussant M. Lévy à retirer en 2018 sa candidature pour un second mandat. Un laboratoire P4 est donc un établissement de haut confinement consacré à l'étude des micro-organismes pathogènes de classe 4, c'est-à-dire très dangereux. Jusque-là, les publications Facebook disent vrai, mais elles tombent dans le complotisme lorsqu'il est écrit que le nouveau coronavirus serait né dans ce centre de recherche chinois situé à Wuhan, la ville où est apparu le SARS-CoV-2. Les chercheurs du laboratoire P4 de Wuhan ont démenti cette fausse information. Quel est ce nouveau journalisme où on vient seulement interroger les chercheurs d'un laboratoire P4, notamment en Chine, où on sait que la liberté d'expression n'est pas leur point fort? Qui va réellement investiguer sur le terrain pour vérifier tout cela? Ensuite, on nous disait donc qu'il ne pouvait pas provenir de ce centre de recherche chinois, donc du laboratoire P4, et puis maintenant on nous le remet sur la table et même l'OMS qui a été sur place s'interroge de plus en plus. Agnès Buzyn, qui à l'époque était ministre de la Santé, nous dit ceci. « Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine, le 20 décembre. Un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Du 20 décembre au 16 janvier, rien n'a été fait. Le 16 janvier arriva en France du premier cas avéré dans l'Hexagone hors d'Asie. Il s'agit d'un touriste chinois âgé de 80 ans. Quelques jours plus tard, le 30 janvier, Air France suspend ses vols vers la Chine. Un avion ramenant 200 Français de Wuhan, épicentre de l'épidémie, atterrit à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Rassuré pour mieux inquiéter. Coronavirus. Le risque d'introduction en France est faible, mais il ne peut être exclu selon Agnès Buzyn. Alors que les États-Unis annoncent un premier malade, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a voulu rassurer ce mardi soir. Le seul cas suspect en France s'est révélé négatif. Le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Agnès Buzyn, 20 janvier 2020. Nous sommes au début de l'épidémie. La situation est très évolutive, concède Agnès Buzyn. Des affiches ont également été apposées à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mais en l'état, aucun contrôle aux frontières n'est envisagé, contrairement aux États-Unis, qui ont mis en place des vérifications de la température des voyageurs dans ces aéroports de New York, San Francisco et Los Angeles. Nous nous conformons aux recommandations de l'OMS, tranchent les autorités françaises, alors qu'une réunion d'urgence est prévue ce mercredi à l'Organisation mondiale de la santé. Rassuré pour mieux inquiéter. 14 février 2020, le premier décès hors d'Asie survient en France. 17 février 2020, confinement total à Wuhan. 8 mars 2020, le cap des 1000 cas est franchi en France. Le 12 mars 2020, première allocution télévisée d'Emmanuel Macron sur l'épidémie. Le président annonce la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, et recommande aux personnes les plus vulnérables de rester chez elles. Le premier tour des élections municipales est tout de même maintenu le 15 mars 2020. 17 mars 2020. Début du premier confinement. En outre, lors de ces premiers jours de confinement, les rayons des supermarchés avaient été dévalisés, symbole de la peur de manquer de bon nombre de Français. La France avait également dû vivre au rythme des restrictions. Les attestations se trouvaient dans toutes les poches. Les journées interminables étaient marquées par l'angoisse et la pression dans les hôpitaux. Le personnel soignant, désemparé, manquait de matériel et de masques. Pour les soutenir, les Français leur rendaient hommage tous les soirs à 20h. On leur doit bien ça, avait ainsi concédé une femme aux équipes de France Télévisions. Les médias de masse servent de système pour communiquer des messages et des symboles à la population en général. C'est leur fonction d'amuser, de divertir, d'informer et d'inculquer aux individus les valeurs, les croyances et les codes de comportement qui les intégreront dans les structures institutionnelles de la société dans son ensemble. Dans un monde de richesses concentrées et de conflits d'intérêts de classe majeure, remplir ce rôle nécessite une propagande systématique. Noam Chomsky, La fabrication du consentement, l'économie politique des médias de masse. Mélanger des cas Covid asymptomatiques ou non avec les chiffres de décès pour mieux inquiéter après avoir dans un premier temps rassuré. Je vous invite à regarder ce documentaire Propaganda, la fabrique du consentement, qui a été un documentaire fait par Arte. Tout dépend du consentement
du peuple. C'est très important. Mensonge d'État. Coronavirus. Plus de 243 000 signatures soutiennent une plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Le nouvel ordre mondial en guerre contre les peuples. 16 mars 2020. Dans une deuxième allocution télévisée, le président Emmanuel Macron annonce des mesures de confinement en France. Lors d'une nouvelle allocution télévisée, mesures de restriction drastique des déplacements individuels sous peine d'amende, une fermeture des frontières de l'UE ou encore la suspension de la réforme des retraites. De plus en plus d'entreprises arrêtent partiellement ou totalement leur activité et vont donc s'endetter et devenir dépendantes d'aides de l'État. Endettement des pays. Pays à l'arrêt. 25 mars 2020. 2,6 milliards d'humains sont désormais confinés sur la planète. 27 mars. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce que le confinement est prolongé en France jusqu'au 15 avril. Le pays compte près de 2000 morts de la maladie. Allongement des restrictions. Belloubet veut des peines de prison pour non-respect du confinement. L'opposition s'indigne. 2 poids, 2 mesures. Pendant ce temps, 130 détenus radicalisés sont libérés pour raisons sanitaires. Selon les services de renseignement, une centaine de détenus condamnés dans des dossiers terroristes bénéficient d'une libération anticipée. L'intérieur conteste ces informations. Et on sait que d'autres prisonniers, pour des faits moins graves, mais qui sont quand même condamnables par la justice, ont été remis en liberté. Est-ce pour créer un chaos dans la société ? Pendant ce temps, en même temps, les vulnérables sont encore plus en danger. Les signalements liés aux violences contre les femmes explosent un peu partout dans le monde. Une hausse de 25% des appels et des signalements sur le web au Royaume-Uni, des appels qui augmentent de 16% en Espagne, une augmentation de 40 ou 50% au Brésil, plus 20% au Texas. Un peu partout dans le monde, les signalements des violences faites aux femmes sont en forte croissance avec le confinement. Et qu'est-il fait au niveau de l'État français, au niveau de l'Union européenne, au niveau de d'autres États contre les réseaux pédocriminels et contre les pédocriminels en tout genre. La pédocriminalité en ligne augmente durant le confinement, le cri d'alerte des associations. Depuis le début du confinement, les échanges de contenus pédopornographiques sur le web sont en recrudescence, provoquant une grande inquiétude pour les enfants. Citoyens, associations, forces de l'ordre en témoignent. Que font les services Snapchat, TikTok, Facebook, etc. de tous ces réseaux sociaux qui finalement laissent la possibilité à ces enfants d'accéder à leurs outils alors qu'ils sont interdits et limités à un certain âge. Et pendant ce temps, ils se donnent tous les moyens pour censurer des personnes qui veulent juste user de leur liberté d'expression, de leurs paroles, pour soit contrer des politiques qui sont en réalité des politiques dictatoriales, étatistes, qui viennent supprimer nos libertés, liberticides. Que font-ils ? Qu'organisent-ils contre ces criminels, contre ces réseaux criminels, contre cette criminalité, au lieu de lutter contre la liberté d'expression ? Lundi 13 avril 2020. 3e allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État annonce le strict prolongement du confinement jusqu'au lundi 11 mai. Le président rappelle aussi que nous aurons plusieurs mois à vivre avec ce virus. Délation. Coronavirus. Les gens confinés se prennent pour des policiers. Les appels au 17 pour délation explosent, notamment à Strasbourg. Une lutte contre le virus ou contre la liberté ? Les déplacements de plus de 100 km ne seront pas autorisés. Voici ce qui était affirmé notamment par Édouard Philippe. Et voici maintenant ce qui était inscrit dans le livre 1984 de George Orwell. Il n'était pas facile, en outre, de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport, mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elles rencontraient et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue et sortie de la gare. Il s'était assuré, en chemin, par de prudents regards jetés en arrière, qu'il n'était pas suivi. Idée de mettre en place des zones vertes, des zones rouges, un peu à la Black Mirror. Jeudi 7 mai 2020, Édouard Philippe annonce la levée progressive du confinement à partir du 11 mai avec des restrictions pour les zones rouges et des libertés pour les zones vertes à condition qu'elles y restent. État d'urgence prolongé, système liberticide, 9 mai 2020. La France prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet.
En plus de cela, un texte qui permet des mesures restrictives des libertés intègre désormais des mesures liées au déconfinement progressif, dont la création controversée d'un système d'information pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et leurs contacts. L'application de traçage, qui se nomme Stop Covid, sera mise à disposition des Français courant mai 2020. Dans les informations qui nous sont communiquées, notamment par le PDG de l'INRIA, on nous explique que le protocole est conçu de sorte que personne, pas même l'État, n'ait accès à la liste des personnes diagnostiquées positives ou même à la liste des interactions sociales entre les personnes. On nous dit que tout ceci est fait par crypto-identifiant, mais il faut savoir que ces crypto-identifiants, dans tous les cas, sont associés à un appareil, d'accord, par rapport à cet appareil en question qui va rencontrer d'autres appareils et donc d'autres personnes. Ces crypto-identifiants, certes, sont anonymes sur le moment, mais à partir du moment où ils sont reliés à un appareil, l'appareil est bien titulaire d'un IMEI, donc d'un numéro traçant pour chaque appareil, donc on peut savoir en réalité à qui appartient chaque appareil. On nous explique que le budget pour ce Stop Covid est de 200 000 à 300 000 euros par mois, alors que pour d'autres applications comparables, il serait plutôt de l'ordre de 2 000 euros par mois. Anticor veut donc comprendre l'écart, d'autant que le marché a été attribué sans appel d'offres. Ce n'est pas la première fois que l'État surpaye un service informatique. Mardi 2 juin 2020, cette nouvelle étape encadrée par des règles sanitaires sera différenciée en fonction de la couleur des départements. Il y a donc la continuité avec ces zones rouges et ces zones vertes. Incohérence parmi tant d'autres, Covid-19, inutile, facultatif, puis obligatoire, 6 mois de zigzag sur le port du masque. Jugé inutile aux prémices de l'épidémie, le port du masque anti-projection est devenu un sujet récurrent d'hésitation au sein du gouvernement, et il risque de l'être encore aujourd'hui. Trahison du peuple. Vous savez quoi? Moi je ne sais pas utiliser un masque. Cette déclaration de Sibeth Ndiaye, tentant d'expliquer que les masques ne sont pas nécessaires quand on n'est pas malade, a pu faire sourire. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. 12 juillet 2017, Sibeth Ndiaye, conseillère communication de l'Élysée. Septembre 2020. Restriction sur restriction, généralisation du port du masque. On nous indique aussi que les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés, développé par Oxford AstraZeneca, a été suspendu à ce moment-là. 15 octobre 2020. Entouré de 4 ministres, Jean Castex annonce la mise en place du couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles, Grenoble, Lille, Lyon et Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse pour une durée de 4 semaines au moins, à compter du vendredi 16 octobre 21h. L'état d'urgence sanitaire est de nouveau en vigueur sur l'ensemble du territoire. 22 octobre 2020. 38 nouveaux départements passent sous couvre-feu. Le couvre-feu est donc étendu à 54 départements et concerne désormais 46 millions d'habitants, soit les 2 tiers du pays. Le couvre-feu débute chaque jour à 21h et s'achève à 6h dans tous les départements et villes concernés. Le gouvernement présente aussi la nouvelle version de Stop Covid, appelée Tous Anti-Covid, déjà téléchargeable. Il semblerait que le virus prenne ses congés de 21h à 6h pour se reposer et mieux agir le lendemain. La France, à nouveau confinée, du 30 octobre au moins jusqu'au 1er décembre. Pour se déplacer, il faudra fournir une attestation. Transformation de la société, de la sociabilité, de la possibilité de vivre aisément, de vivre en harmonie. Voici que les enfants ont été traumatisés. L'idée en question de contrôler la jeunesse pour mieux contrôler le monde de demain est effective sous nos yeux. Traumatisme avec les masques, traumatisme avec les tests, avec la distanciation sociale, alors que ces enfants ne risquent rien, ne sont pas des publics à risque. Et malgré ceci, on les a divisés, on leur a fait peur, on leur a expliqué qu'autrui, et même jusqu'à leur famille, étaient et pouvaient être dangereux pour eux, et qu'eux-mêmes pouvaient être, entre guillemets, des criminels, en transmettant le virus à leurs parents, à leurs grands-parents, à d'autres proches qui peuvent être âgés ou en problème de santé. Heureusement, certains viennent faire la contrebalance pour les sortir de l'endoctrinement, leur expliquer qu'ils ne sont pas coupables de la transmission du virus, qu'ils peuvent respirer sans masque, qu'il ne faut pas se laver les mains H24 toute la journée, qu'il faut aussi être en contact avec des microbes pour l'organisme. C'est important, hein, depuis des millénaires on est en contact avec des microbes pour former notre organisme, et puis avec des virus également. Et ces enfants n'ont pas à subir des problèmes d'adultes. Ils devraient pouvoir continuer à jouer, pouvoir continuer à s'amuser, tout en faisant attention si vraiment ils étaient à risque ou en contact avec des personnes à risque,
mais il faut arrêter de les culpabiliser, il faut arrêter, même jusque dans les cours, carrément, leur faire des heures et des heures sur le Covid, sur la vaccination, sur le danger, sur attention, c'est une pensée complotiste, etc. On va revenir dessus d'ailleurs. Traumatisés pour imposer le nouveau monde. Port du masque, un risque pour le développement des enfants. Avec le visage masqué, les enfants ne peuvent plus lire les expressions sur les visages. Le problème est particulièrement important chez les moins de 3 ans. Les bébés face au masque, chronique d'une catastrophe annoncée. Dans un texte signé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, les psychologues craignent que le port du masque chez les adultes ne se traduise par un retard de l'acquisition du langage ou de la sociabilité. Voici le très courageux témoignage d'une préparatrice en pharmacie. Je suis préparatrice en pharmacie et aujourd'hui, rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les patients sont perdus et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés et moi aussi. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu'il y a un cas positif dans toutes les classes. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents, eux aussi à bout. Parfois, je refuse de tester un enfant dans ces conditions et c'est alors que le parent me supplie en pleurant de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant, sinon il ne pourra pas retourner à l'école et le parent doit travailler. Donc l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Parfois l'enfant est positif et je vois alors des parents paniquer, pleurer, gronder, punir et menacer l'enfant qui n'a pas fait assez attention à l'école. Parfois, je dois refuser de tester parce que je n'ai pas le temps. Parfois, je me fais assaillir, insulter de tous les noms, l'impression d'être jeté en pâture au loup parce que je dis non. Les patients ne comprennent pas ce non. Ben oui, partout les politiques disent d'aller en pharmacie se faire tester. Alors quand je sors du travail, je pleure. Je pleure d'être celle qui martyrise les enfants, celle qui fait pleurer les enfants et leurs parents, celle qui doit tester de force des dizaines d'enfants à la sortie de l'école. Ces enfants qui n'ont rien demandé à personne. Et parfois, les parents me disent « Elle va être enfermée dans sa chambre pendant 1 semaine. Les repas seront servis sur un plateau qu'on posera devant sa porte. Pas de câlins, pas de bisous, jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de l'isolement. » Non mais, encore une fois, ce sont les enfants qui trinquent de la folie des adultes. Allô le gouvernement, Emmanuel Macron, Olivier Véran, gouvernement, Jean-Michel Blanquer, soignants, pharmacie, augmentation des troubles psychiques, dépression. Les tentatives de suicide chez les enfants de moins de 15 ans au cours de la décennie avant et pendant la pandémie de Covid-19 est claire et marquante. Ce phénomène est de plus en plus important. Comment se fait-il, si ce n'est cette peur qui a été instiguée dans toute la société, au sein des familles, au sein des écoles, entre amis, un peu partout où le climat anxieux est là, que ce soit à la radio, que ce soit dans les discours, que ce soit à la télé, que ce soit partout, jusque dans les villes, avec les interdictions d'entrer dans certains lieux, avec les gens masqués, avec ce climat de peur, les enfants n'ont plus d'espoir. Ce phénomène est décrit par des centaines, si ce n'est plus encore, de pédopsychiatres, de personnes qui sont en charge de la protection de l'enfance, de parents, etc., qui viennent témoigner de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. Et malgré ça, on continue des politiques toujours plus coercitives. On supprime la possibilité de rêver pour ces enfants, on leur supprime la possibilité de jouer, de s'amuser, de vivre normalement. Le Covid a augmenté la souffrance des enfants. La réponse n'est pas à la hauteur, déplore une pédopsychiatre. Marie-Rose Moreau insiste notamment sur la nécessaire hospitalisation des adolescents suicidaires dans des unités dédiées et non dans des services pour adultes. Tous ces enfants, on va les mettre sous quoi? Sous médicaments? Sous psychotropes? Sous d'autres types de médicaments? Sous des antistress? Pour pouvoir calmer cette folie qui a été mise en place? On va les rendre donc dépendants, ces enfants. En pédopsychiatrie, des vagues d'hospitalisation d'enfants. Comme à chaque fois que la France fait face à un nouveau pic de contamination de Covid-19, les pédopsychiatres voient des enfants affluer en masse dans leurs services, au point de ne pas pouvoir tous les prendre en charge. Que fait-on de ces enfants qui ne sont pas pris en charge? Les laisse-t-on jusqu'à la tentative de suicide? Les laisse-t-on de côté? Périr? Mourir? Les écoles ne sont plus le lieu d'instruction où on était là pour s'instruire, pour apprendre, pour ressortir avec des capacités. Certes, il y a encore ce côté d'apprentissage avec les mathématiques, français, etc. Mais de plus en plus, il y a des débats. Alors ça va être sur la sexualité,
Ça va être aussi maintenant sur le coronavirus, sur ce qui est un discours complotiste, sur ce qui est acceptable, non acceptable. Et puis petit à petit, toutes les pensées qui pouvaient être diverses, que ce soit donc l'acceptation des LGBT, mais comme une idée contraire, le refus de ces LGBT, l'acceptation d'un discours officiel, comme le refus du discours officiel, ou du moins des interrogations qui peuvent se poser, tout ceci vient être bridé petit à petit, parce que ce qui est inscrit dans le formulaire, c'est A, et que les enfants ne doivent pas penser autre que A. Au mois de mai 2020, un document sur l'Académie de Paris a été publié par le ministère de l'Éducation nationale pour soi-disant aider les équipes éducatives à identifier les situations, aider les élèves et, le cas échéant, proposer des actions pédagogiques en vue de la reprise pendant la crise sanitaire. Le début de l'endoctrinement, la fin de l'apprentissage a sonné. Pensée universelle, la guerre c'est la paix. Les documents, il y en a donc deux, sont coronavirus, risque de repli communautariste et de dérive sectaire. Voici quelques extraits surlignés. Donc, dans le premier document, coronavirus et risque de repli communautariste, j'ai surligné notamment ce qui est au niveau des enjeux, lutter contre la désinformation, les théories complotistes, les rumeurs et les fake news sur le Covid-19 utilisées à des fins mercantiles et politiques. Ensuite, dans le deuxième, donc la conduite à tenir, notamment identifier les techniques de communication des groupes radicaux qui reposent sur diverses manières de procéder. Parmi celles-ci, critiquer tous les discours d'autorité, notamment scientifiques, et en même temps de s'en servir pour discréditer les discours qui sont hostiles à leur thèse. Et en 3, j'ai surligné notamment animer un débat, par exemple autour de l'émission de France Culture intitulée « À propos des origines animales du virus ». Dans le second document, intitulé Covid-19 et risque de dérive sectaire, j'ai surligné notamment dans la partie 1 au niveau des enjeux, identifier les changements de comportement des élèves susceptibles d'être provoqués par des influences familiales ou extérieures, et développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. Nous sommes arrivés au meilleur des mondes, ou le monde des meilleurs, ou le pire des mondes, et le monde des pires à ce moment-là, celui où nous ne sommes plus dans des lieux d'instruction, mais dans des centres de conditionnement. Après avoir dit tout et son contraire sur le coronavirus, le gouvernement veut maintenant chasser les fake news. Un peuple qui laisse mourir ses anciens ne vaut rien. À la demande de l'État, les activités communes restent interdites. Qu'est-ce que j'aimerais sortir? On perd les muscles à ne pas marcher, déplore Reine Blin, une résidente d'un EHPAD qui vit mal le confinement pour lutter contre le coronavirus. La psychologue Elodie David tente de maintenir le lien avec l'extérieur. Elle distribue une gazette sur laquelle des photos de sa famille sont imprimées. Je voudrais des sorties, implore Antoinette, une autre résidente. On laisse mourir nos anciens. On ne les aide même plus. Ils ne pratiquent même plus d'activité. Rien. Victime du glissement. L'interdiction de quitter les chambres a eu un effet dévastateur. Le danger, c'est de ne plus avoir d'espoir dans l'avenir, explique la psychologue. Censé les protéger, l'isolement a conduit des personnes âgées à se laisser mourir. Des médecins de ville ont été témoins de ce que l'on appelle le glissement. Il y a eu beaucoup de décès de personnes âgées mortes de chagrin, d'isolement. L'intégralité de ce reportage est à voir dans l'émission Pièce à conviction diffusée mercredi 18 novembre à 21h05 sur France 3. Qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé? Car selon eux, justement, avoir une bonne santé, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Bien-être physique, bien-être social et bien-être mental. Tout a été détruit. Le social. Le mental à la suite de ça. Et puis pour les résidents d'EHPAD, entre autres, le physique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de médecins invitant à conserver une condition physique correcte, par une alimentation complète et saine, une pratique sportive, une prise de vitamines, etc. On ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir, s'indigne une cadre de santé d'EHPAD public. Le Rivotril, habituellement interdit en médecine de ville et dans les EHPAD, était tout de même utilisé. Mais plutôt que d'abréger leur souffrance, les soignants auraient préféré pouvoir prendre soin des personnes âgées atteintes du Covid. La transformation de la société continue son chemin. Cannes expérimente la reconnaissance faciale des porteurs de masques. Sur les 3 marchés de la ville, la technologie permet de repérer les clients qui ne se protègent pas le visage, uniquement, dit-on, à des fins statistiques et pédagogiques. Nous connaissons très bien les programmes de Big Brother, nous connaissons très bien ce programme technocratique d'ultra-surveillance qui se met en place petit à petit,
qui expérimente d'abord à petite échelle avant de s'imposer à grande échelle. À Paris, la justice valide la surveillance du confinement par drone policier. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours déposé par des associations qui s'inquiétaient de l'usage des drones par les policiers. À Paris, notamment, la police utilise des drones pour inciter les habitants à rester confinés. La préfecture de police diffuse des messages audio via des drones pour demander aux Parisiens et Parisiennes de rester chez eux. Vous avez certainement entendu parler de Great Reset, la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Nous reviendrons sur certaines pages de ce livre d'ici quelques minutes. Klaus Schwab étant à la tête de Davos du Forum économique mondial. Dans ce livre, publié par KDP Select sur Amazon, Klaus Schwab nous fait part de sa vision du monde, avec des suppositions sans jamais toutefois s'affirmer pour ne pas trop éveiller les consciences et amener justement à cette méfiance envers ce nouvel ordre mondial qui s'installe et qui s'instaure notamment par ces outils technologiques. Sur-représentation des cas Covid-19. Si le Covid-19 était si grave que ça, pourquoi faire une surreprésentation, ne serait-ce que des cas ? La technique PCR, dit réaction en chaîne par polymérase, consiste à amplifier la matière génétique du virus par cycle. Moins il faut de cycles, plus la quantité de virus ou charge virale dans l'échantillon est élevée. Plus la charge virale est élevée, plus le patient est susceptible d'être contagieux, indique le New York Times. À 33 ou 34 cycles d'amplification, on est encore contagieux. À 36 ou 37 cycles, on ne l'est plus car la présence du virus est trop faible. C'est qu'il serait bon d'ajuster le seuil de cycle utilisé maintenant pour décider qu'un patient est infecté ou non. Des tests avec des seuils si élevés peuvent détecter non seulement des virus vivants, mais aussi des fragments génétiques, des restes d'infection qui ne présentent pas de risque particulier, un peu comme trouver un cheveu dans une pièce longtemps après le départ d'une personne, selon le docteur Mina. Lorsque la journaliste du New York Times écrit que 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, il n'écrit pas que 90% des tests sont des faux positifs. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les tests sont si sensibles que pour 90% des personnes testées positives, l'ARN du virus était si peu présent que la personne pourrait ne jamais développer de symptômes ou être contagieux. En parlant plus français, en étant plus compréhensible pour la majorité, cela veut dire que 90% des tests étaient à des cycles bien supérieurs qui venaient des fois juste prendre des résidus où il n'y avait aucune possibilité pour ces personnes dites cas de transmettre le virus à d'autres personnes, qu'elles soient asymptomatiques ou non d'ailleurs. Il n'y avait plus assez de traces de virus pour qu'ils puissent être propagés. Et donc, ce sont des cas qui sont en réalité juste utilisés pour faire paniquer la majorité et gonfler les chiffres. M. Magufuli, président de la République de Tanzanie, a fait état de faux cas positifs, y compris sur une papaye, une caille et une chèvre qu'il dit avoir fait tester secrètement, incriminant la fiabilité du matériel ou du personnel du laboratoire et évoquant de possibles sabotages. On nous fait paniquer sur les hôpitaux, comme si c'était un nouveau phénomène, en disant qu'il manque de lits. Manque-t-il vraiment de lits ou les lits ont été supprimés ? Les hôpitaux mis à mal depuis des années. Depuis 1998, c'est 100 000 lits qui ont été supprimés. Entre 2018 et 2020, c'est quelques milliers de lits qui ont été supprimés. Et même pendant la crise du coronavirus 2019, le président Emmanuel Macron a fait supprimer des lits. On nous explique notamment que certains lits ont été supprimés pour que les chambres soient plus spacieuses et qu'il y ait un évitement de contamination plus important. Nous avons notamment cet article de 2019 qui est intéressant. Hôpitaux débordés par la grippe. On est incapable d'adapter notre système hospitalier aux besoins, dénonce Patrick Pelloux. Engorgement. Alors que la grippe touche le pays de plein fouet, l'épidémie est en train de saturer les hôpitaux. Comme il l'avait fait pendant la canicule, le président de l'Association des médecins urgentistes de France donne l'alerte. Une alerte qui n'aura apparemment pas été prise en compte par le président de la République. D'autres articles parlants, et vous pourrez en retrouver par dizaines, grippe, des hôpitaux en surchauffe, le bilan risque d'être alourdi, ça c'était en 2017. Des hôpitaux en forte tension face à l'épidémie de grippe, ça c'était en 2015. Vous voyez, on peut remonter comme ça dans le temps et voir que la tension sur l'hôpital dure depuis des années, et que depuis des années, il n'y a ni investissement, ni augmentation de personnel, mais une destruction orchestrée et une suppression de lits.
Arrivée des vaccins, 3 décembre 2020. Une vaccination gratuite pour tous, qui ne sera pas obligatoire et qui devrait débuter dès la fin décembre, après le feu vert donné par l'Agence européenne du médicament. Premier mensonge, la vaccination n'est pas gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Deuxième mensonge, elle ne devait pas être obligatoire, et elle devient petit à petit obligatoire de manière coercitive. Vaccination de masse, malgré une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et une phase 3 qui n'est pas terminée pour certains des vaccins, notamment Pfizer, Moderna et d'autres. Pour comprendre rapidement, une phase 2, c'est sur des milliers de personnes. La phase 3, c'est sur des dizaines de milliers de personnes volontaires à prendre des risques. Cette phase 3 actuellement se passe sur des millions, si ce n'est des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers la planète, dont on ne sait pas les effets secondaires à moyen et long terme. Le 4 janvier 2021, le top départ a été donné pour les premières vaccinations en Nouvelle-Calédonie. Parmi les vaccins qui ont une autorisation de mise sur le marché conditionnel, on retrouve Pfizer et BioNTech en date du 12 janvier 2021, le 26 janvier 2021 le vaccin ARN messager Moderna et le 1er février 2021 le vaccin AstraZeneca. Bénéfices pour le privé, indemnisation pour le public. Les négociations avec les laboratoires ne sont pas rendues publiques, impossible de connaître les détails des accords conclus, même si ceci est fait avec notre argent. Exigeant que cette responsabilité incombe toujours à l'entreprise, des garanties financières ont toutefois été accordées aux fabricants du fait de la production inédite des vaccins, du peu de recul sur d'éventuels effets secondaires. Les CAA, contrats d'achat anticipés, prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour les éventuelles responsabilités encourues uniquement dans les conditions spécifiques définies dans les contrats d'achat anticipés. En clair, en cas de poursuite judiciaire à l'encontre des laboratoires, l'Union européenne peut contribuer à l'indemnisation selon les conditions fixées contractuellement. Un virus politique. 31 mars 2021. Face à la flambée de cas de Covid-19, Emmanuel Macron annonce un tour de vis pour toute la métropole. 1er avril, suite à l'allocution du président de la République, un 3e confinement est instauré à l'échelle nationale. Suspension d'un vaccin, celui d'AstraZeneca. Au moins 12 pays avaient suspendu, lundi en fin d'après-midi, l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Il s'agit principalement de pays européens, la France, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, l'Islande, la Bulgarie, les Pays-Bas et l'Irlande, auxquels s'ajoutent la Thaïlande et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, plusieurs pays de l'Union européenne, l'Autriche et le Luxembourg, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, ont également gelé l'utilisation de l'eau spécifique du vaccin, le reste des doses pouvant continuer à y être utilisées. Vaccin suspendu, puis la reprise de ce vaccin dans des limites. Donc suspendu puis réautorisé, le vaccin AstraZeneca finalement réservé aux plus de 55 ans. Les personnes également très rares ayant reçu 2 doses d'AstraZeneca n'étaient pas non plus comptées comme vaccinées du fait de la faible efficacité du vaccin, une information qui nous parvient ces dernières semaines. Enfin, côté vaccination, le vaccin Johnson & Johnson, accessible dès le samedi 24 avril, de nouveaux publics éligibles à la vaccination et la vaccination avec AstraZeneca encouragée. 29 avril, un calendrier de déconfinement en 4 étapes. Mise en place du pass sanitaire. Avril-mai, pass tâtonnant. Depuis la fin avril, l'application Tous Anti-Covid permet d'afficher un QR code et ainsi une preuve certifiée de test ou de vaccination. Les débuts du pass sanitaire à la française sont sur les rails. Quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron évoque dans la presse quotidienne régionale un pass, papier ou numérique, réservé aux festivals, foires ou expositions. Le temps du débat autour du 3e déconfinement est venu. La question est mise à l'ordre du jour des débats du Parlement. Le chef de l'État affirme que ce pass ne saurait être obligatoire pour la vie quotidienne. Un autre mensonge parmi d'autres. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français, assure-t-il encore. Dans un premier temps, il est expérimenté pour les vols à destination de la Corse et de l'Outre-mer. Lundi 31 mai, depuis le 12 mai, les plus de 18 ans pouvaient se faire vacciner en cas de rendez-vous disponible la veille pour le lendemain. À compter du lundi 31 mai, ouverture officielle de la campagne de vaccination à tous les adultes sans distinction d'âge. Mardi 15 juin, en France, le gouvernement ouvre la vaccination contre le coronavirus aux jeunes de 12 à 18 ans. 9 juin 2021. Salon, foire et festival. Comme l'a annoncé le chef de l'État le 9 juin,
Les salons et foires ainsi que les événements, lieux de culture et sportifs qui réunissent au moins 1000 personnes et jusqu'à 5000 sont contraints de demander le pass sanitaire à leurs visiteurs. Si les cinémas, musées, théâtres ont rouvert fin mai avec un système de jauge, ils ne sont pas encore soumis à cette obligation, mais saurait bientôt être obligatoire parmi toutes les autres mesures qui sont coercitives. 30 juin 2021, levée des jauges, nouvelle extension. Avec la levée des jauges et des dernières restrictions, le pass est devenu obligatoire dans les lieux culturels, festivals, concerts et sportifs, arènes, stades, terrains qui accueillent plus de 1000 personnes en intérieur ou en extérieur. 1er juillet, pass sanitaire européen. Comme l'avait demandé l'Union européenne, les 27 mettent en place, à partir du 1er juillet, une version européenne et uniformisée du pass sanitaire. Elle doit permettre de retrouver une liberté de déplacement dans l'Union tout en limitant les risques de contamination. La France adapte son pass pour le rendre compatible avec les voisins européens. Un pass qui ne date pas du tout du coronavirus, mais qui avait été réfléchi bien avant la crise de ce Covid-19, celle-ci servant de prétexte pour ajuster leur angle de tir et accélérer l'expansion de ce pass sanitaire, de ce pass vaccinal même plus précisément. 21 juillet 2021, changement de ton. Dans une allocution le 12 juillet, Emmanuel Macron met en avant l'atout maître qu'est le vaccin anti-Covid et annonce l'obligation vaccinale pour les soignants ainsi que l'extension du pass sanitaire. Cet élargissement entre en vigueur à compter du 21 juillet 2021 pour tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Musées et monuments, parcs d'attractions, cinéma, concerts et festivals, théâtres, opéras, salles de sport, piscines, salons, foires, casinos, croisières, etc. La veille, les non-vaccinés s'offrent une dernière séance de ciné. 9 août 2021, terrasse, transport. Les cafés, restaurants en intérieur comme en terrasse, une partie des centres commerciaux, selon décision préfectorale, les transports publics, trains, bus, avions. Pour les trajets longue distance, les hôpitaux et EHPAD sont désormais aussi concernés. Tous les plus de 18 ans doivent montrer leur passe, ce qui n'est pas sans susciter une certaine colère et un mouvement de contestation qui prend de l'ampleur avec des manifestations chaque samedi de l'été. Des manifestations qui, depuis 2018, des Gilets jaunes, jusqu'à aujourd'hui, contre les restrictions, un État liberticide, des passes sanitaires, des obligations vaccinales qui ne disent pas leur nom, etc. Tout ça amène les Français à se conscientiser, à récupérer des données, à récupérer de l'information et à commencer à faire leur propre analyse, leur propre vision de ce qui nous est présenté et finalement de l'imposition d'une politique qui va nous supprimer nos libertés et nous imposer cette façon d'entrer dans le nouvel ordre mondial, ni plus ni moins. Regardez ce que sont les conditions du nouvel ordre mondial et vous verrez que quand ça a été annoncé par Sarkozy en 2009, quand ça a été annoncé plusieurs fois par Emmanuel Macron ou même par d'autres présidents qui ne sont pas forcément français, on voit très bien que c'est un objectif international, devrais-je dire mondial, de s'imposer et vous allez comprendre après en quoi ça consiste. Dimanche 25 juillet, le Parlement adopte définitivement par un ultime vote de l'Assemblée le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Un amendement gouvernemental de dernière minute habilitant de manière très encadrée les préfets à imposer le pass sanitaire pour certains centres commerciaux a été validé. Parallèlement, l'exécutif continue à pousser la vaccination dans l'espoir de passer le cap des 40 millions de primo-vaccinés le lundi 26 juillet, avec un mois d'avance sur l'objectif initial. Le pass de la honte. Pass sanitaire. Que deviendront les salariés non vaccinés au 30 août ? Le projet de loi sanitaire adopté dimanche 25 juillet ne prévoit pas des licenciements pour les salariés non vaccinés, mais une suspension de leur contrat de travail sans rémunération. Voici les 5 questions que pose le texte de loi. Donc effectivement, il ne supprime pas le contrat de travail soi-disant pour être éthique, mais s'il n'y a plus de rentrée d'argent, comment font ces personnes en question ? Elles ne peuvent pas toucher du pôle emploi, elles ne sont pas au chômage, elles ne peuvent pas non plus continuer leur activité étant donné qu'elles sont suspendues. Il leur reste qu'une possibilité, c'est de trouver une nouvelle activité rapidement, tout en restant disponible pour leur contrat qui est toujours en cours, au moment où on viendrait à les rappeler en leur disant que c'est bon, ils peuvent reprendre le travail. Donc ils sont finalement les bouche-trous. Des bouche-trous à la merci du gouvernement et de leur politique, qui un jour vont les interdire de travailler parce qu'ils sont juste à faire des tests et qui n'ont pas forcément une vaccination, et le lendemain les rappeler parce que finalement, en effet, après les avoir mis à moitié à la porte, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour tenir en place notamment les hôpitaux, et donc ils sont obligés de revenir vers ces personnes-là, jusqu'à ce qu'à un moment ils puissent les remplacer et les virer complètement.
Le pass imposé dans le temps. Lundi 30 août, nouvelle étape pour le pass sanitaire. Lundi 13 septembre, la campagne de rappel de la vaccination contre le Covid-19 a débuté officiellement pour les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidité. Mercredi 15 septembre 2021, entrée en vigueur de l'obligation vaccinale anti-Covid des personnels soignants et pompiers, volontaires comme professionnels. Ils ont fait en sorte d'habituer les gens à s'identifier dans n'importe quel lieu où ils rentrent. Également à faire en sorte qu'ils payent le plus sans contact ou avec carte de crédit, parce que, soi-disant, les billets sont vecteurs de contamination. Mais vous verrez que tout ça fait partie du programme du Nouvel Ordre mondial. Dématérialisation de la monnaie, dématérialisation des services, identité numérique, surveillance, etc. Ils veulent guider petit à petit vers l'implantation RFID, guider le troupeau vers la bête. En Suède, le pass sanitaire dans la peau. On essaie de nous vendre ça comme quelque chose de révolutionnaire alors que ça fait des dizaines d'années maintenant que ça existe. Les transpondeurs, Verichip, puces RFID, nommez-les comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous pouvez vous informer, ça fait des dizaines d'années que ça existe. C'est utilisé donc sur les animaux. Et après avoir pucé les animaux, après avoir pucé le bétail, il faut maintenant pucer leur nouveau bétail, celui qui est humain, celui qu'il faut avoir à la trace, celui qu'il faut surveiller. Et on va voir également qu'il y aura l'utilisation de montres connectées, etc. pour contrôler jusqu'à notre état de santé, jusqu'à nos émotions, nous surveiller intégralement. Vraiment complotiste tout ça? Ou est-ce une réalité, mais que peu ont réussi à comprendre jusque maintenant, et maintenant que ça commence à se démocratiser au niveau du sujet et au niveau des informations, beaucoup commencent à comprendre, jusque même aux journalistes qui commencent à faire des articles dessus. Le Monde du 18 avril 2017 indiquait François Asselineau fantasme sur les puces électroniques. Le 26 juillet 2017, on apprenait par le Figaro qu'une entreprise, Hus 3 Square Market, implantait des puces électroniques sous la peau humaine et que c'était la prochaine grande avancée inévitable. Et oui, ils vous ont mis des lecteurs émetteurs partout, dans les transports en commun, à votre travail. Pour ceux qui habitent au niveau d'immeubles, il y a des badges à RFID. Partout, les paiements sans contact, ça fonctionne technologie RFID NFC. Partout, cette technologie a déjà ses émetteurs-récepteurs. Ils vous ont déjà tout installé, depuis des années. Mais avant tout ça, il faut passer les barrières cognitives. Il ne faut pas que les gens bloquent. Donc, ils vont user de stratagèmes, notamment avoir un intermédiaire. Quel est l'intermédiaire entre le smartphone et cette puce RFID? C'est la montre. La montre est collée à votre peau. La montre a des informations plus personnelles encore que le téléphone. Et maintenant, voici ce qu'il nous écrit Klaus Schwab dans Great Reset. Il nous écrit « Voici une expérience de réflexion. Imaginez un gouvernement hypothétique qui exigerait que chaque citoyen porte un bracelet biométrique surveillant sa température corporelle et son rythme cardiaque 24 heures sur 24. Les données en résultant seraient stockées et analysées par des algorithmes gouvernementaux. Les algorithmes sauront que vous êtes malade avant vous, et ils sauront également où vous avez été et qui vous avez rencontré. Les chaînes d'infection pourraient être considérablement raccourcies et même complètement coupées. Un tel système pourrait sans doute stopper l'épidémie en quelques jours. Cela semble merveilleux, non? L'inconvénient est bien sûr que cela légitimerait un nouveau système de surveillance terrifiant. Si vous savez par exemple que j'ai cliqué sur un lien de Fox News plutôt que sur un lien de CNN, cela peut vous apprendre quelque chose sur mes opinions politiques et peut-être sur ma personnalité. Et j'irai plus loin que ça. Si cette montre connectée, on la porte sur nous, ce bracelet connecté donc qui prend notre tension, notre chaleur corporelle, etc., à ce moment-là, il va être en capacité d'analyser nos émotions par rapport à ce que nous percevons, par rapport à ce que nous regardons, que ce soit sur Internet, mais aussi, comme ces montres connectées sont toujours plus avancées, elles permettent aujourd'hui de passer des appels, reliés au téléphone, mais elles permettent de passer des appels. Même il y en a qui ont des cartes SIM intégrées. Et donc, il y a des micros dedans. Et donc, les conversations que vous avez avec vos amis, ou avec des inconnus, ou avec vos collègues de travail peuvent être enregistrées. Mais ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent voir si vous êtes honnête ou malhonnête, si vous avez tel ou tel ressentiment pour une personne, de la colère, de l'amour, de la joie, ou que vous êtes neutre avec. Vous comprenez, ils sont capables d'analyser tellement de données que là, ça devient terrifiant. Ce n'est pas juste uniquement des recherches qui sont faites sur Internet, non, ça va bien au-delà. Et cette folie de la technocratie n'est pas juste imaginée dans des livres, elle remonte même jusqu'au Sénat. Voici ce qui est inscrit. Enfin,
Dans des situations de crise les plus extrêmes, les outils numériques pourraient permettre d'exercer un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population, assorti le cas échéant de sanctions dissuasives et fondées sur une exploitation de données personnelles encore plus dérogatoires. Le contrôle des déplacements, bracelets électroniques pour contrôler le respect de la quarantaine, désactivation du pass pour les transports en commun, détection automatique de la plaque d'immatriculation par les radars, portiques de contrôle dans les magasins, caméras thermiques dans les restaurants, etc. Le contrôle de l'état de santé via des objets connectés dont l'utilisation serait cette fois-ci obligatoire et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Je vais vous laisser avec une courte vidéo de Jacques Attali dans les années 1980 qui nous explique que le moyen de rendre esclaves les humains, c'est en obtenant leur consentement libre finalement et soi-disant éclairé. En fait, d'eux-mêmes, ils vont se rendre esclaves par leur état de santé, par leur autosurveillance à leur état de santé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on se retrouve après pour la suite de cette vidéo. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Qui sera coupable en cas d'effet secondaire? Covid-19. Le mélange des vaccins peut-il être dangereux? Une étude parue mercredi dans la revue scientifique The Lancet démontre que les effets secondaires sont plus intenses à court terme lorsque l'on reçoit des injections de 2 vaccins différents contre le Covid-19. Ce serait particulièrement le cas pour les moins de 50 ans qui ont un système immunitaire plus réactif. Covid-19, mélangé de vaccins de la technologie différente, augmenterait l'immunité contre la maladie. Le panache de 2 vaccins différents pour la première et la seconde dose augmenterait l'immunité contre le Covid-19 selon 2 études parues dans la revue scientifique Nature. Cocktail de l'immunité judiciaire ou un cocktail d'une immunité contre le virus. Toujours plus de doses pour peu d'efficacité. Jeudi 30 septembre, entrée en vigueur du pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 17 ans. Vendredi 14 octobre, fin de la gratuité des tests de confort de dépistage ce vendredi 14 octobre 2021. Mardi 9 novembre 2021, accélération pour la 3e dose de vaccin. Pour le moment, ils partent sur une idéologie de 4 doses par an pour conserver ses droits. Le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé lundi 27 décembre la réduction du délai d'éligibilité à la dose de rappel. La réduction de 4 à 3 mois du délai d'éligibilité à l'injection de rappel vaccinal contre le Covid-19 a été annoncée le 27 décembre 2021. Elle est effective depuis le 28 décembre. Dose de rappel, de 6 à 3 mois, comment le gouvernement a peu à peu réduit le délai. Depuis plusieurs semaines, l'exécutif a abaissé le délai de la dose de rappel face à une flambée épidémique désormais renforcée par l'arrivée du variant Omicron. Si l'on revient sur les chiffres, on voit que jusqu'à maintenant, sur les millions de doses qui ont été attribuées, il y a tout de même eu 128 766 cas au total, et parmi ceux-ci, 24% de cas graves, ce qui représente 30 903 cas graves des suites du vaccin, des vaccins. Pour des vaccins qui n'empêchent pas la transmission. Les vaccinés, autant à risque faible que les non vaccinés. Décès donc par statut vaccinal pour les 28 derniers jours en date du 7 janvier 2022. Donc on nous dit qu'en fait il est normal de retrouver plus de personnes décédées avec
les vaccins, avec en tout cas une vaccination, étant donné qu'ils représentent plus de personnes dans la société et que le vaccin n'est pas sûr à 100%. Ce qui en soit une réalité, mais quand on regarde au niveau du nombre, 11 personnes, 12 personnes, 20 personnes, voilà, donc en dessous de 70 ans, on a 23 personnes décédées pour les non-vaccinés. Pourquoi emmerde-t-on toute la population ? Est-ce que chaque année, il n'y a pas des décès liés à des rhumes ou liés même à la grippe, tout simplement, la grippe saisonnière, même hors saison, qui pourrait faire autant de décès par mois ? On ne doit pas en être loin. Je pense que j'irai faire une vérification sur ce point-là pour être sûr. Là, il s'agit d'une hypothèse, mais qui me semble juste en tout cas. 23 personnes décédées en dessous de 70 ans et on emmerde tout le reste de la population. Des pourcentages de la population. Là est le problème. Alors certes, on a un graphique qui nous dit, par exemple, visuellement parlant, qu'il y a donc plus de personnes qui sont décédées en étant vaccinées que de personnes décédées non vaccinées. Alors oui, en effet, par rapport au code couleur, par rapport à ce qui est représenté, c'est bien le cas. Inversement, on nous fait montrer proportionnellement que c'est du kiff-kiff au niveau des soins critiques, au niveau de l'hospitalisation, pareil. Et donc que par rapport au fait que les non-vaccinés représentent 9% de la population, c'est énorme. Oui, mais combien de personnes en réalité sont hospitalisées ? Combien de personnes décédées, etc. Revenons sur les chiffres et voyons qu'en fait c'est sur des dizaines de personnes. Pourquoi tout le temps nous parler de pourcentage ? Si on parle en pourcentage sur la population, on a 0,0 et quelques. Et on va le voir de suite. Là, c'est plus parlant. De 0 à 14 ans, moins de 1% des personnes décédées par rapport, depuis le 1er mars 2020, par rapport au Covid-19. Entre 15 ans et 44 ans, moins de 1%. Au-delà de 45 ans, de 45 à 64 ans, 8%, 65-74 ans, 18%, 75 ans et plus, 73%. Parmi toutes ces personnes qui sont décédées, il y avait 65% des personnes décédées qui avaient des comorbidités, qui avaient déjà des problèmes de santé. Là, c'est beaucoup plus parlant. Depuis le 1er mars 2020, on emmerde toutes les personnes qui ont moins de 70 ans alors qu'ils sont à faible risque. Et même, devrais-je dire, toutes les personnes de moins de 45 ans, on les emmerde alors qu'il n'y a aucun risque. Le risque zéro n'existant pas, certes, mais une personne ou deux personnes qui viennent à décéder sur des centaines de milliers, des millions de personnes, ce n'est pas grand-chose et ça arrive. Et on va s'intéresser encore plus en détail après aux chiffres et on va voir que la supercherie est encore plus grande que cela. Mascarade sur les décès Covid-19. Pollution de l'air, quand respirer tue. Responsable de 7 millions de décès prématurés par an, la pollution atmosphérique est dangereuse, même à faible dose. Mais elle n'est pas une fatalité. Qu'ont fait les politiques face à la pollution de l'air ? Qu'ont fait les politiques face à la malbouffe ? Face à ces nanoparticules dans nos aliments, face à tous ces colorants, ces édulcorants, ces éléments chimiques qui se retrouvent dans notre nourriture et qui viennent nous détruire intérieurement. Et là, on nous informe en plus de cela. En décembre, l'équipe a annoncé que la pollution aux particules était responsable de 15% des morts de la Covid-19 dans le monde. Ce taux était de 19% en Europe et dans les pays fortement pollués d'Asie de l'Est, grimpait à 27%. Donc on nous dit que sur tous les décès Covid au niveau de l'Europe, 19% étaient en réalité attribuables à cette pollution de l'air, mais qu'on a préféré nous faire paniquer sur un virus. Ce que l'on voit avec les effets immédiats, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie immergée qu'on ne voit pas, mais le jour où elle sera visible, cela sera catastrophique, parce qu'il ne sera plus possible de revenir en arrière. Et là, en injectant des doses conséquentes d'ARN messager au cours des rappels vaccinaux, c'est-à-dire en saturant le système, nous allons obligatoirement vers un dysfonctionnement majeur du système immunitaire et vers des maladies auto-immunes, voire des cancers. Les maladies Covid-19 incluent aussi les maladies auto-immunes et cancers. Or, le système rénine-angiotensine a de nombreuses fonctions, avec des répercussions possibles sur de nombreux tissus et organes du corps humain, cerveau, poumons, reins, cœur, rate, foie, peau, gonades, glandes surrénales, système vasculaire et intestin. Mais il pilote les fonctions rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, l'immunité innée et le microbiote intestinal. Il agit sur la fibrose et l'hypertrophie des organes. Suractivation du récepteur AT1R.
le nouvel ordre mondial tente de s'imposer. Bientôt une réserve à sauvages, comme dans le meilleur des mondes. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Cette autre phrase de Macron sur les non-vaccinés qui choque. Covid-19. Emmanuel Macron assume sa stratégie d'emmerder les non-vaccinés. Préparation du chaos pour un ordre nouveau. Jacques Attali. Les gilets jaunes sont les prémices de ce qui pourrait être une révolution. Il va y avoir une révolution avant 2022. Attali nous disait ça dans ses politiques du 17 avril 2016. Faites attention de ne pas rentrer dans son jeu du chaos. Certes, il faut s'organiser. Certes, il faut se rassembler pour montrer que nous sommes nombreux, que nous sommes mécontents de ce qui se passe et que nous comprenons cette mascarade, mais n'entrons pas dans un conflit qui pourrait déraper vers un conflit armé comme il se passe dans d'autres pays pour l'instauration d'une loi martiale et la continuité de leur programme en toute sérénité. Nous avons très bien compris leur programme du nouvel ordre mondial. D'abord des propagandes, des censures, utiliser le divertissement, la destruction des valeurs pour instaurer leur nouvelle économie, la robotisation des emplois, la mise en place du traçage de chaque citoyen, que ce soit par sa santé, que ce soit aussi par son économie, nous emmener vers le transhumanisme, le post-humanisme, nous déposséder de notre humanité, nous emmener vers ces lois qui ne sont en réalité plus de la bioéthique, qui ne respectent plus le biologique, qui n'ont plus rien d'éthique envers le biologique, d'accord ? Et la mise en place de PMA, de GPA, etc. nous rendre malades par les pesticides, les OGM, leur big pharma, leur contrôle du climat, la surveillance de masse individuelle, bref. Vous comprenez, nous sommes dans le programme du Nouvel Ordre Mondial et pour avoir plus de détails sur ceci, vous pouvez récupérer mon livre gratuit. Donc vous me contactez, phenotixevolution@outlook.fr, je vous l'envoie gratuitement. phenotixevolution@outlook.fr. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et surtout la vérité affranchie. À très bientôt. Et n'hésitez pas, car le nombre c'est la puissance, à liker, partager partout autour de vous, que ce soit par message privé, que ce soit par mail, partout autour de vous, diffusez cet élément, diffusez cette vidéo. Bientôt il y aura une autre vidéo qui va arriver, d'ici quelques semaines, et qui sera encore plus puissante. N'hésitez pas, partagez, donnez de la force.